Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Notre table s'est-elle mondialisée? S'est-elle uniformisée? Du nord au sud et de l'est à l'ouest, sait-on vraiment d'où viennent les produits que nous consommons? Sont-ils authentiques, attachés à une civilisation, une culture, un pays, un terroir? Les réponses dans l'Atlas de l'alimentation qui vient de paraître aux éditions CNRS. L'un des auteurs, Gilles Fumet, est mon invité. Bonjour Gilles Fumet. Bonjour. Vous êtes géographe et donc vous co-signez cet Atlas de l'alimentation avec Pierre Raffard. Cet Atlas, est-ce qu'il nous dit qu'on va vers l'uniformisation de l'alimentation ? Ça dépend des régions du monde. Évidemment, dans les pays du Nord, il y a toujours un fond d'uniformisation avec certaines marques très reconnues, mais un retour au local qui est très important. Et dans les pays du Sud, où le local est encore très important, une vague de mondialisation avec des produits internationaux, de marques très visibles, et notamment dans le secteur des boissons. Parce que la mondialisation, elle commence toujours par les boissons. Pourquoi elle commence par les boissons? Parce que, en fait, c'est très simple. Les boissons sont des produits qui sont emballés et sur lesquels on peut indiquer quelque chose qui se transporte. Et donc, quand vous pouvez transporter quelque chose d'un bout à l'autre de la planète, eh bien forcément, vous transportez les modes de culture avec. Et l'uniformisation se fait toujours dans le même sens ? Du nord vers le sud? L'uniformisation se fait toujours, oui, dans le même sens, mais si vous aviez posé la question au XVIe siècle, XVIIe siècle, là, on avait quand même le sentiment que ça venait beaucoup de l'Amérique du Sud, du Caucase, de l'Himalaya. Non, aujourd'hui, si vous voulez, il faut imaginer les cultures alimentaires comme quelque chose, comme un système de pulsatoire, hein, où ça va et ça vient. Et là, effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une phase d'industrialisation. Mais avec l'augmentation de la population en Afrique, quand même, tout le monde sait que la population de l'Afrique va considérablement augmenter. Là, je suis sûr que dans 30, 40 ans, on mangera beaucoup africain. Ouais. Alors, évidemment, c'est lié au goût, tout cela, mais pas seulement. C'est une question quand même de sécurité alimentaire, et on voit bien à travers certaines de vos cartes. Oui, il y a effectivement, depuis la fin du XIXe siècle, et avec la circulation des viandes, donc des exigences de sécurité sanitaire qui ont fait que justement, pour ces raisons-là, on est allé assez facilement vers l'acceptation des nourritures industrielles. Parce qu'au fond, quand vous prenez une canette de soda, qu'est-ce que c'est? C'est juste quelque chose qui est relativement sain, oui, mais relativement sain, qui est protégé, qui ne vous transmettra pas les maladies que transmet l'eau. Voilà. Donc c'est toujours comme ça, hein, et que ça se fait. Et on va dire que, bon, aujourd'hui, on est dans une phase un peu active, avec peut-être plus des plats que des produits. Les produits ont beaucoup circulé, le thé, le café, le chocolat, dans les époques anciennes. Et aujourd'hui, on a plutôt des choses plus sophistiquées. Plus élaborées. Alors, symbole sans doute de cette mondialisation, on va le voir dans cette première carte, c'est la Floride, que vous présentez comme un verger du monde entier, donc qui exporte énormément, et ça dans le monde entier, un certain nombre de produits classiques, évidemment, des agrumes, des oranges, des tomates, mais également du bétail. Oui, alors en fait, la Floride, c'est le verger lié à l'aviation commerciale. C'est depuis Boeing, en fait. Ah oui, c'est lié à ça. Voilà, c'est vraiment ça. Et cette carte, elle est d'autant plus intéressante que dans quelques années, ce ne sera plus la Floride, mais ce sera la Chine. Ah oui. Vous voyez, actuellement, 1 pomme sur 2 que nous croquons dans le monde vient de Chine. Alors, la Chine est en train de devenir la grande puissance. Et le verger de la Floride, qui s'épuise aussi parce qu'on a quand même pas mal maltraité les sols, les plantes, va disparaître. Mais pour l'instant, croquons les oranges de Floride. Voilà, alors ça, c'est une carte du XXe siècle, en fait. C'est une carte du XXe siècle, et surtout même à partir des années 70. Ah oui. Et oui, avant, votre grand-mère, quand elle avait son orange, c'était à Noël, 1 fois par an, alors qu'avec les vergers de la Floride, hein, et éventuellement un peu d'Israël, on a des fruits tropicaux toute l'année. Alors, autre carte intéressante aussi, une géopolitique de l'alimentation, c'est sur la production des céréales. Donc le maïs est en vert et le blé en saumon. Et on voit quand même une répartition dans le monde, encore
très inégal dans la production. Alors, en fait, c'est pas très inégal, c'est-à-dire que dans chaque grand berceau de civilisation, là où il y a eu des empires, des rois, des princes, on a eu toujours à la base une céréale. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce que le riz, le blé et le maïs sont des plantes qui se stockent, qui se transportent. Oui. Et qui, parce qu'elles se stockent, elles se transportent, sont à la base de l'économie monétaire. Hein, nous parlons d'ailleurs, quand nous voulons dire en argot de l'argent, nous parlons du blé. Du blé, exact. Hein, donc c'est bien cette expression. Donc les céréales, ce sont des capitaux, on va dire, fantastiques, parce que ça permet de stocker. Et quand on est dans l'incertitude du lendemain, on a toujours quand même un peu de céréales. C'est pour ça que dans cette carte, l'Afrique est quasi absente. Oui, à ceci près que, en fait, on s'aperçoit dans l'histoire que ce qui a sauvé le monde des famines, malheureusement, ce ne sont pas les céréales, mais ce sont les tubercules, et en particulier la pomme de terre. Pourquoi? Parce que les tubercules, le manioc en Afrique, mais également la pomme de terre, ce sont des plantes qui sont dans la terre et qui peuvent croître dans une grande indépendance vis-à-vis de la météo. Voilà. Et donc, aujourd'hui, vous savez, le pays qui actuellement progresse le plus dans la production de la pomme de terre, c'est le Bangladesh. Alors, autre carte, là, ça, c'est les viandes. Alors là, on est dans la consommation de viande. Et alors, plus c'est rouge sur la carte, plus on consomme de la viande. Oui. Et là, quand même, c'est très clair aussi dans cette carte. On consomme énormément dans le nord et peu dans le sud. Alors, ce qui est rouge, en fait, c'est la viande de bœuf. Oui, essentiellement. Voilà. C'est une viande qui vient... cette habitude de consommer de la viande de bœuf, ça vient des Mongols. Voilà. Et c'est ce modèle-là qu'on a adopté en Europe et qu'on a ensuite diffusé aux États-Unis, qui ont même diffusé en Argentine et en Australie. C'est pour ça que vous avez cette tâche-là. Mais c'est vrai qu'en dehors du bœuf, on va dire il y a quand même des cultures locales. Par exemple, le Maghreb, c'est la Méditerranée, c'est le mouton. L'Asie du sud-est, c'est la volaille, là où la poule a été domestiquée. Hein, donc vous avez quand même des aires culturelles qui font que là, on va manger plus de viande que d'autres. Et évidemment, le porc est un peu partout parce que c'est en dehors évidemment de régions d'islam et Israël, c'est un animal bon à tout faire. Voilà. Alors là, on était dans la consommation. Dans la carte suivante, on est dans la production. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, en violet, c'est les bovins, la volaille est en jaune, les moutons en vert et le porc en rouge. Oui. Et qu'est-ce qu'on voit encore? Là aussi, une concentration de la volaille, notamment en Amérique du Nord, dans la production. Oui. Alors, parce que la volaille, et en particulier le poulet, est un animal qui se prête très bien à l'enfermement. Ah oui. Voilà. Oui. Par exemple, on a essayé d'enfermer des oies, des gazelles, plein d'animaux, on a essayé. Et il y en a qu'on ne peut pas enfermer. Voilà. Or, la Donc poule... vous parlez des usines à enfermement de volailles. Voilà, elles sont dans le Nord. Exactement. D'ailleurs, il y a eu plusieurs auteurs qui ont comparé ces lieux, ces batteries industrielles en camps de concentration. D'ailleurs, c'est arrivé à cette époque-là, hein, où on a pensé qu'enfermer les animaux, c'était quelque chose qui ne posait pas de problème, puisque Descartes avait dit que les animaux étaient des machines et n'avaient pas de sensibilité. Un modèle du Nord, ça aussi, qui a été exporté dans le Sud aussi, cette idée d'enfermer. C'est un modèle qui actuellement se développe en Chine. Oui, c'est ce qu'on voit dans votre carte. Vous avez raison. Mais je pense que dans quelques années, très vite, il y aura un retour, en tout cas. Et puis, progressivement, la sensibilité vis-à-vis de l'animal va faire qu'on cessera peut-être d'enfermer. Alors, autre carte, la concentration des industries agroalimentaires. Et là, c'est flagrant. Il n'y en a pratiquement que dans le Nord. Oui. Alors oui, parce que en fait, je crois que la carte, il faudrait l'affiner. Si on parle des grandes industries mondiales, effectivement, c'est le Nord, parce que l'industrie agroalimentaire, elle est née en Allemagne de la chimie. Oui. Voilà. Et donc, vous avez un système capitaliste qui s'est mis en place avec un système industriel, scientifique, qui a produit ça. Mais je suis en train de me demander si derrière la nourriture chinoise, quand vous prenez de la sauce soja, quand vous prenez des nems, des choses comme ça, quelle est la part de produits d'origine industrielle ? Vous voyez ? Simplement qu'ils sont assemblés devant vous comme des produits de maison, mais en réalité, ils ont été préparés avant. Hein. Et autre acteur, le Brésil, qu'on voit.
Alors, le Brésil, c'est évidemment un cas à part, dans le sens où le Brésil est un pays pauvre et a donné sa terre, on va dire, à des multinationales américaines, voilà, pour produire de la viande, et c'est pensé un temps comme ferme du monde. Mais je pense que là, ça va changer aussi dans les années qui viennent. Les dernières cartes, très rapidement. Les colas dans le monde, eh bien, c'est soi-disant une invention américaine, mais en fait, on en trouve partout, et précisément beaucoup en France. Beaucoup en France, oui. Alors, les colas, oui, c'est peut-être un juste retour, parce que le Coca-Cola, pour appeler les choses comme elles sont, c'est une invention corse, hein, voilà, qui est passée dans la pharmacopée américaine et qui a été mise en scène en disant « nous avons une recette que nous avons mise dans un coffre-fort », mais en réalité, c'est la boisson la plus copiée, voilà, et surtout la plus identitaire, dans le sens où les Bretons, les Corses, et puis les Hongrois, les Grecs, voilà, peuvent appeler ça Coca. Même, j'ai vu ça en pays arabe, Meca-Cola. Tout à fait. Merci beaucoup, Gilles Fumet, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, mais comme d'habitude, évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France 24. Au revoir. La réussite est faite de choix. Nous pouvons nous choisir un avenir d'artiste, ou de médecin. Mais nous pouvons aussi faire le choix de créer notre propre métier. Aujourd'hui, Barclays France se réinvente et devient Mileis Bank pour faire de chacun de vos choix une réussite. Mileis Bank, croire en la réussite. Alors, monsieur Maillard? Ah oui, là, j'entends parfaitement. Et puis alors, c'est vraiment discret. Hein. En plus, vous bénéficiez de 40% de réduction. Pardon? Elle dit qu'on bénéficie de moins 40%. Et d'une paire de lunettes à votre vue. Ah, je suis pas sûr de bien comprendre. Et oui, en ce moment, chez Optical Center, vous bénéficiez de 40% de réduction sur toutes les marques d'appareils auditifs. Et Optical Center vous offre une paire de lunettes à votre vue. Même en verre progressif. Oh, Optical Center, optique et audition, dispositifs médicaux. Cet été, partagez la joie du sport. Express Orient, présenté par Meriem Amelal. Du Yémen à l'Iran, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale d'une région en mouvement. Express Orient, le magazine du Moyen-Orient, à voir sur France 24 et France24.com.